Nous reprenons donc nos travaux à présent pour notre troisième section, sous la présidence de mon collègue Edem Eldem, qui, comme vous le savez tous ici, est professeur au Collège de France depuis cette année. C'est une belle chose, je crois, pour cette maison qu'Edem Eldem puisse être avec nous, professeur sur une chaire internationale d'histoire turque et ottomane. Et Edem Eldem s'est occupé beaucoup, souvent, et continue de s'occuper, et y compris dans la presse, et notamment allemande, de ces questions d'héritage partagé, pas partagé, de la manière dont l'archéologie a pu être aussi instrumentalisée pour des questions touristiques et les musées ottoman aussi. Donc il est à la fois observateur et acteur dans le débat qui nous occupe aujourd'hui. Et nous sommes très heureux, Edem, et très reconnaissants que tu aies accepté de participer à toute la journée et de modérer, d'animer les travaux de la troisième section, qui est notre section intitulée « Un argument politique ». Je te laisse la parole. Merci beaucoup, Bénédicte. Merci, Yann. Je suis très honoré par cette tâche qui m'a été donnée. Et je suis ravi de présider une séance qui porte sur l'argument politique, puisque je suis bien placé pour le savoir, en tant qu'historien ottomaniste, ayant travaillé sur l'archéologie dans l'Empire ottoman au XVIIIe et XIXe siècle. Je me suis intéressé à des cas d'études, en quelque sorte, qui sont tous politiques. On sait que les marbres d'Elgin ont été cédés de manière politique, non pas qu'il y ait eu simplement un firmament, mais que les Ottomans aient été parfaitement conscients du fait qu'ils cédaient ces objets à une puissance étrangère qui leur était extrêmement utile dans leur lutte contre l'envahisseur français, en l'occurrence Bonaparte. Pareil pour les fragments de sarcophages byzantins qui ont été enlevés par Elgin, encore une fois, en 1799, et qui ont été cédés avec le même argument. Pareil pour la Vénus de Milo, qui a quitté son île avec un commandement du grand amiral qui a été obtenu par des pressions diplomatiques de l'ambassadeur de France à Constantinople à l'époque, le marquis de Rivière. Pareil pour les incantadas que je citais un peu plus tôt, qui sont partis avec la bénédiction du sultan Abdulaziz, à tel point que Guimet traitait cette acquisition il appelait ça un magnifique cadeau du sultan. Au aussi pour la façade de Mchata, qui en 1903 est partie pour Berlin pour faire plaisir au Kaiser Wilhelm, à Guillaume d'Allemagne, un cadeau d'un autocrate à un autre. Donc il y a un contexte politique qui est extrêmement prenant du côté des sources et du début de ces sessions. Il n'est que justice que l'on parle de politique, d'un argument politique, en parlant de restitution éventuelle ou du contexte des restitutions. Et bien sûr, lorsqu'on dit politique, il faut un petit rappel cynique peut-être que dans politique, il y a nationalisme, il y a crypto-nationalisme. En tant que citoyen turc et observateur de ce qui se passe en Turquie, je ne vous cacherai pas que les restitutions qui sont saluées sur l'air de « on a gagné », ça ne m'intéresse pas vraiment, et je ne pense pas que ce soit vraiment l'objectif premier de ce genre d'opération. Mais il faut savoir aussi qu'il y a toujours un petit contraste. On est content de récupérer ce que les étrangers nous ont dérobé, mais ensuite on est très fiers d'avoir des musées de par le monde qui exposent les richesses de notre culture, et de voir des gens se pâmer devant des Corans, etc. Donc il y a vraiment une complexité autour de cette affaire politique qui est fascinante. Et aussi, dans politique, il y a politiquement correct, ce qui est parfois aussi gênant que le nationalisme. Mais je n'abuserai pas de mon temps de parole et je vais inviter Hartwig Fischer, qui est historien de l'art et qui, depuis 2016, dirige le British Museum. Docteur de l'université de Bonn, il a commencé sa carrière au Kunstmuseum de Basel. Il a dirigé le Museum Folkwang, le magnifique Museum Folkwang à Essen, puis de 2012 à 2016, les Staatliche Kunstsammlungen de Dresde.
Vous avez la parole et je vous rappelle donc la consigne de 10 minutes, 12 à tout casser. Ah non. Merci Edem Eldem et merci Bénédicte Savoie et Yann Potin pour cette invitation. Et j'aimerais bien saisir l'occasion de rendre hommage à Bénédicte Savoie qui, avec Felwine Sarr, a bien voulu accepter la mission du président de la République et qui a ainsi assumé, je crois, une extraordinaire responsabilité. Je crois que l'Afrique comme l'Europe s'attend de ces deux une vraie inspiration pour nous amener vers l'avenir. Je viens de ce musée, le British Museum, qui a été fondé en 1753, créé par le Parlement, le premier musée au monde qui a été créé ainsi, comme lieu de toutes les cultures et de tous les savoirs, et comme lieu d'expérience et d'interdisciplinarité, pour créer, en produisant du savoir, du bien public. Quand vous voyez le bâtiment aujourd'hui, il date de 1823 à 56. Vous voyez ici le tympan avec des sculptures de Westmacott qui montrent, attendez, comme ça. Comment l'homme, en sortant de la terre, ignorant, en apprenant l'agriculture et l'élevage, passe par les arts, l'architecture, la sculpture, la peinture, la géométrie, le drame, musique et la poésie, pour être finalement, et vous voyez cela à droite, un être éduqué, tout suave, assis au milieu de la nature, et tous les animaux que vous voyez dans ces tympans ne sont pas européens. Donc, dans ce musée qui est construit sous les signes de la science, donc du savoir, c'est la figure au milieu, on trouve bien les traces de l'Empire. En entrant, vous voyez la situation comme elle est depuis 2000, après que la bibliothèque British Library a quitté le lieu. Et vous voyez au sol une inscription qui dit ceci: « And let thy feet millenniums hence be set in midst of knowledge ». Et je me suis intéressé à cette inscription que je trouvais très beau pour un musée. Veille à ce que tu marches pour des millénaires à venir au milieu du savoir. Quand on regarde d'où ça vient d'un grand poème de Tennyson, les deux voix, la voix de la négation, la voix de l'affirmation de la vie. On trouve qu'en réalité, ça dit autre chose. Ça dit « précède tes compères ton époque et veille à ce que tu marches pour des millénaires à venir au milieu du savoir, pas encore rêvé, tu n'as pas gagné une véritable hauteur, tu n'étais pas approché de la lumière, car l'échelle est infinie. » Donc, au musée, comme la signature du musée, du savoir et des cultures de tous les mondes, les deux choses à la fois, l'affirmation du savoir et sa mise en doute radicale. Dans un musée qui est né de l'Empire et qui porte évidemment sa mémoire comme un musée mondial. Je passe rapidement à un autre empire, l'empire de l'Assyrie. Royaume puissant depuis le deuxième millénaire, empire du 8e au 7e siècle avant Jésus-Christ. La Syrie a contrôlé des territoires énormes qui s'étendaient sur la totalité ou sur une partie de plusieurs pays actuels comme l'Irak, la Syrie, le Liban, la Turquie et l'Iran. Assurbanipal, qui a régné de
668 à 631, était à l'apogée, a fait que l'Empire a trouvé sa plus grande étendue, avec des conquêtes de Babylone contre son frère et d'Élam en Iran actuel. Et avec les exactions, il a su créer ces villes capitales, Ninivé et Nimrud. Et vous voyez ici le transport d'un lamassu, donc un taureau ou un lion colossal à la tête humaine, de la carrière jusqu'au palais. Et vous voyez, et ça se voit sur les reliefs qui se trouvent au British Museum, avec des esclaves. Pour arriver à Ninivé, où les lamassus ont servi comme sculpture apotropaïque et des symboles du pouvoir absolument écrasant du roi. Parmi les reliefs, et je vous montre une scène, il y en a plusieurs de ce type, celle-ci date du 8e siècle, du règne de Tiglath-Pileser III. On voit l'armée qui assiège une ville, et après avoir pris la ville, elle amène les sculptures, les statues des dieux du peuple vaincu. Donc, un pouvoir écrasant qui a soumis des vastes territoires jusqu'à ce que ces ennemis se sont soulevés contre l'Empire après la mort de Assurbanipal pour détruire finalement Ninivé en 612 avant Jésus-Christ. C'était surtout les Babyloniens et les Mèdes. Donc les temples ont été détruits, ainsi que la bibliothèque que Assurbanipal a su créer, la plus grande au monde à l'époque. Et le fait a fait que les tablettes cunéiformes ont été cuites de telle façon qu'ils ont survécu dans la sable, ensevelis comme les restes de la ville pour 2400 ans. Jusqu'à ce que, en suivant Botta à Khorsabad, l'anglais Layard a commencé les excavations à Ninivé et à Nimrud aux années 1845 environ. Et ces excavations ont amené des lamassus et aussi énormément de reliefs au British Museum. D'ailleurs, Layard a aussi découvert la bibliothèque de Ninivé, ce qui fait que le British Museum détient aujourd'hui la plus grande bibliothèque de fragments cunéiformes au monde. Donc, des excavations, on a transporté des objets au British Museum avec l'autorisation du gouvernement ottoman, et il a découvert, ou a recouvert sous la sable, bien d'autres sculptures qu'il n'a pas amenées pour les protéger, étant donné que les musées n'existaient pas pour une organisation des sites archéologiques. Le lamassu, comme sur les reliefs où on le transporte d'abord par terre et après sur le fleuve, fait son chemin et il est transporté à Londres avec des navires d'une flotte employée à transporter des troupes anglaises entre la Grande-Bretagne et l'Inde. Le type de bateau s'appelait d'ailleurs Euphrate.
Et voici une lettre qu'on a acquérie l'année dernière pour les archives du British Museum du lieutenant de la Her Majesty's Ship Jumna qui a justement transporté les Lamassu. Et voici les Lamassu qui arrivent dans la deuxième moitié des années 40 du 19e au British Museum, qui est toujours en construction pour être placés, présentés dans des galeries nouvellement réaménagées. Et c'est en ce moment-là, évidemment, dans ce déplacement de l'objet, que commence le jeu dynamique, dialectique entre la singularité et le hyperlink, que l'objet entre dans le territoire de la science, de la connaissance, que le musée devient le lieu où l'objet perd son monde pour entrer dans le monde d'un savoir reconstitué et reconstituante. Vous voyez ici George Smith, un assyrologue surdoué, né en 1840, mort en 1976, qui, dans la bibliothèque de tablettes cunéiformes, a identifié ce fragment comme faisant partie de l'épopée de Gilgamesh. Et c'est grâce à Smith qu'on a pu commencer le travail de la reconstitution de l'épopée. Et le passage que je vous montre ici est en fait part du déluge. C'était une découverte énorme. On dit que George Smith était tellement excité que dans la salle de lecture même, il s'est arraché les vêtements. Il était tellement bouleversé de trouver que, en fait, les déluges prédatent Genesis par plusieurs siècles. Donc c'était une découverte énorme. Aujourd'hui, on continue ce travail de la reconstitution des textes et des documents, de la transcription, de l'interprétation. C'est ici aussi, dans la bibliothèque cunéiforme du British Museum, qu'on a travaillé sur le projet de l'inventorisation et de la numérisation de toutes les tablettes de Our avec nos collègues de Bagdad et de Penn Museum aux États-Unis, pour permettre au musée de Bagdad d'identifier toutes les tablettes qui manquent depuis 2003. Ici, je vous montre très rapidement le nouvel accrochage au British Museum dédié à la bibliothèque de Ninive, où on trouve aussi une tablette écrite par Assurbanipal, qui se vantait de pouvoir écrire, lire les étoiles. Et ici, dans cette tablette, il dit, c'est une lettre à quelqu'un au nord du pays. J'ai entendu dire qu'il y a des manuscrits qui manquent à notre bibliothèque. Veillez à ce que ces manuscrits arrivent bien vite chez nous. Ici, le travail extraordinaire de Betzold, qui a, lui seul, catalogué les tablettes de la bibliothèque de Ninive au British Museum. Ici, je devrais vous montrer une autre photo, malheureusement je n'ai pas pu intégrer, qui montre le British Museum en 1918. Pendant la Première Guerre mondiale, on avait vidé le musée de peur que les bombes allemandes pourraient endommager la collection, sauf les grandes sculptures comme les Lamassu, qui étaient couverts par des sacs de sable. Pendant ce temps, je vous montre ici The Agreement Map of the Middle East, signé par Mark Sykes et François-Georges Picot, le 16 mai 1916. C'est 7 accords entre la France et
et le Royaume-Uni et la Russie, qui a scellé le partage de l'Empire ottoman en plusieurs sphères d'intérêt. Bien vite, évidemment, c'est devenu absolument clé pour les industries de tous ces pays à cause du pétrole. En 1921, la fondation du Royaume de l'Irak, toujours comme protectorat britannique, les débuts de l'archéologie irakienne avec la législation sur les biens culturels introduisant le partage des fouilles. Et c'est Gertrude Bell, la première directrice du musée de Bagdad, qui a été clé pour mettre en place cette législation. Rapidement. J'ai encore quelques images seulement. Ici, Saddam, et je vous montre cela juste pour parler du fait que comment l'État national a utilisé le passé et l'iconographie assyrienne en vue de la cohésion. N'empêche, la guerre de 1991 et 2003 a mis fin à ces règnes et a créé dans sa suite, avec la dissolution de l'armée et du parti Baath, les débuts de Daesh. Ici, je vous montre un collègue irakien qui travaille sur la restauration d'un des lamassous restés sur place, juste avant que Daesh a systématiquement commencé à détruire dans les sites archéologiques, aussi bien que dans les musées, les sculptures assyriennes. En 2016, le British Museum commence le Iraq Cultural Heritage Rescue Scheme en travaillant avec les collègues de l'Irak qui viennent au British Museum et les collègues du British Museum après vont en Irak pour veiller à ce qu'on fait le constat d'état de ce que Daesh a laissé et qu'on développe des méthodes pour sauvegarder le patrimoine culturel. Ici, vous voyez un tunnel qui a été creusé par Daesh, c'est ma dernière image, où en fait Daesh, en creusant ce tunnel pour avoir un abri contre les bombes des Alliés, a trouvé un autre lamassou. Et ils n'ont pas eu le temps de les détruire. Ils portent les traces de l'incendie de la destruction de Ninive de 6012 avant Jésus-Christ. Or, pour terminer, et en pensant au titre de ce colloque, du droit d'objet de décider d'eux-mêmes, que dirait le lamassou ici? Qu'est-ce qu'il voudrait décider? Retourner à la carrière dont il est issu et ne plus être objet parce qu'il est dégoûté de l'être humain et de ses violences à travers les millénaires. Rester enseveli, rester sur les sites pour être excavé puis protégé par une gestion du patrimoine professionnel, rentrer au musée national de Bagdad comme les autres découvertes, rejoindre les autres lamassous pour être à l'abri des violences, ou bien rappeler les autres lamassous de Londres, de Paris et d'ailleurs pour être réintégrés dans la reconstruction des anciens palais basés sur la connaissance acquérie par le déplacement des autres. Donc, on parle de transportation for life, on parle de s'adonner aux jeux imprévisibles, des renvois, des hyperlinks, du travail de la translation, de la traduction en savoir, c'est-à-dire du passage de la singularité de l'objet dans son endroit, de la singularité éblouissante
révélée et révélatrice, un rhizome indomptable des hyperlinks pour créer un sens, une signification au-delà de tout objet. Merci.